nous aujourd'hui encore. Et merci au public infiniment d'être là. Très heureux de partager ce moment. Cette émission, elle est importante. Elle parle de sentiments, de générosité, d'amour, un peu comme vous d'ailleurs. Aujourd'hui, nos experts sont là pour répondre à toutes vos questions. Et au sommaire, cet après-midi de Je t'aime, etc., les agences matrimoniales ont-elles encore de l'avenir dans un marché saturé par les sites de rencontres? Sont-elles un gage de sérieux pour rencontrer l'amour? C'est notre dossier du jour. Les hommes seraient plus lâches que les femmes. Comment se traduit en amour ce manque de courage? Fuir pour ne pas rompre, peur d'affronter l'autre? Est-ce de la lâcheté finalement? Nos experts vont nous en dire plus. Rire, c'est bon pour la santé, antidouleur, anti-stress et même très bon pour le cœur. Le yoga du rire, c'est une activité physique à prescrire sans modération. Nous allons le tester ensemble. C'est parti. Bienvenue, on est content de vous retrouver. Bonjour, tout le monde va bien? Oui, bonjour Daphné. C'est un énorme sommaire aujourd'hui, on va passer par plein d'émotions et on va commencer par notre dossier du jour. Un chiffre, on compte en France un peu plus de 400 agences matrimoniales. Alors oui, elles étaient 2 fois plus nombreuses il y a 30 ans, mais face à la multiplication, vous le savez, des sites de rencontres sur Internet, les agences matrimoniales font de la résistance. Pourquoi séduisent-elles encore? Pour se pencher sur la question, on accueille Sandrine Andréi qui fait partie de la rédaction de Je t'aime, etc. Notre journaliste a enquêté sur le sujet. Salut Sandrine. Salut Daphné. Alors vous vous êtes demandé si les agences matrimoniales permettaient encore aujourd'hui, en 2017, de trouver l'amour. Et pour ça, j'ai poussé la porte d'une agence matrimoniale. C'est bien pour commencer. Voilà, et j'ai rencontré Laurent Charby. Il est directeur d'un réseau d'agences en Île-de-France et il m'a expliqué en quoi consistait son métier. Alors d'abord, il reçoit les gens pour un entretien. Oui. Il leur fait remplir un questionnaire pour déterminer leur profil, leur attente. Et ensuite, il sélectionne lui-même parmi un fichier client qui, selon lui, peut se convenir. Il les met en contact. Et enfin, les clients choisissent eux-mêmes s'ils veulent se rencontrer ou pas. Mais cette décision, ils la prennent à l'aveugle, sans même savoir à quoi l'autre ressemble physiquement. En agence, ce qui est important, c'est que vous puissiez découvrir une personne dans sa globalité. Si on a une photo, on ne regarde que la photo. Et si la photo ne convient pas, c'est next. Voilà. On passe à l'autre. Voilà. Et on peut passer à côté d'une personne qui pourrait nous convenir simplement parce que son image figée à un instant donné ne nous convient pas. Voilà. Donc il y a des couples que l'on n'aurait pas pu faire si on avait proposé la photo. Fiabilité des profils, durabilité des relations, ce sont les promesses des agences matrimoniales. Un gage de sérieux selon elles, qui a un prix. Mais combien ça coûte de s'inscrire chez vous? Je suis obligé de le dire. Ouais. C'est une vraie information. C'est une vraie information. Bon, l'adhésion à une agence matrimoniale comme la mienne, d'une manière générale, revient entre 1 500 € et 2 300, 2 400 €. Voilà. Mais il n'y a jamais personne qui m'a dit que c'était cher une fois qu'il avait trouvé. Et quand tu ne trouves pas... Pardon. J'avais pas compris que c'était aussi cher. Mais surtout quand on le met en opposition au site de rencontre, c'est juste. Oui, mais c'est pas le même travail là. C'est quelqu'un qui a rencontré l'autre personne qui va te mettre en lien. C'est vrai que c'est quand même un métier. On va voir en quoi ça ressemble ces agences matrimoniales. Mais c'est vrai qu'a priori, il aime pas trop parler d'argent. Mais pour ce prix-là, quand même, est-ce que ça fonctionne? Ah ouais. Moi, je repars avec quelqu'un quoi qu'il arrive. Ah bah. Quand même, bon, Je ne sortirai pas de cette agence. Non, mais tu repars avec le mec. Avec le patron. Tu repars avec le patron. Avec Laurent Charby. Avec Laurent. Alors Laurent Charby, en tout cas, il dit que dans son agence, il y a 70% de réussite. 70% des clients finissent par trouver l'amour. Alors évidemment, c'est impossible à vérifier. Les agences matrimoniales, elles peuvent afficher le taux de réussite qu'elles veulent. En tout cas, lui, pour son forfait à 2 400 €, il s'engage contractuellement à présenter à ses clients jusqu'à 40 personnes différentes. Bah voilà. Ah oui. Sur une durée illimitée. Avec un paquet de chips. Alors cette formule, c'est ce qu'a choisi Muriel. Muriel, elle a 53 ans. Il y a un peu plus d'1 an, après 35 ans de mariage, son mari l'a quittée pour une autre. Et malgré cette grosse déception et la douleur de la séparation, elle a tenu à rebondir. Elle a bien raison. Quand j'ai connu mon mari, j'étais au lycée.
autant vous dire que je n'ai pas connu énormément de gens entre mon ex-mari, disons, et maintenant. Pour parler franchement, oui, effectivement, je ne serais plus capable de draguer. Je recherche quelqu'un avec qui je vais pouvoir sortir, faire des voyages, quelqu'un avec qui je vais pouvoir reconstruire quelque chose, pas pour vivre avec, pour l'instant en tous les cas. Voilà, alors d'abord, elle s'est inscrite sur un site de rencontre très connu, mais là, elle a été de déception en déception. Hein. Elle parle de ça comme d'une jungle, c'est vraiment le terme qu'elle emploie. Elle est tombée sur des hommes qui étaient mariés, d'autres qui lui ont menti, et même quelqu'un qui a voulu lui soutirer de l'argent. Ah oui, carrément. Donc j'imagine la déception. Est-ce que grâce à son agent matrimonial, on appelle ça comme ça, un agent matrimonial, est-ce qu'elle a fait des meilleures rencontres? Eh bien justement, le matin du tournage, elle venait de recevoir un message de cet agent avec un profil qui peut-être devait lui correspondre. Ça dit pas énormément grand-chose, ça dit son prénom, ça dit son âge, sa taille, sa ville, sa profession et ses loisirs. Le principe de base quand même là-dedans, c'est que lui il va regarder aussi mon profil et que à l'agence on va quand même conseiller de ne pas appeler la première, donc d'attendre de savoir s'il va ou non m'appeler. D'accord. Alors finalement, il n'a pas appelé ce monsieur, donc elle lui a envoyé un petit message, il n'a pas donné suite, et ça c'était il y a 2 semaines, et pour l'instant Muriel, elle n'a toujours pas reçu de nouvelles propositions. Bon, c'est le début, j'imagine que ça ne se fait pas comme ça en quelques jours. Alexandra, est-ce qu'il y a un type, un profil type, on va dire, de personnes qui font appel à des agences matrimoniales? En tout cas, mes patients qui font appel à ce genre de service sont des patients qui ont fortement besoin d'être rassurés, c'est-à-dire qu'ils ont essuyé plusieurs échecs. Et là, en fait, on est vraiment pris par la main, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va faire une présélection. Ah oui. On est accompagné. Voilà, on est accompagné, il y a des entretiens, il y a parfois des séances de relooking, des conseils qui sont donnés. Donc voilà, c'est vraiment tout le package qui fait que ça justifie pour eux le prix. Et puis, ça enlève la peur. Mais oui, au-delà du prix. Tout à fait. Ils ont eu pas mal de mauvaises expériences. Et quand on est seul, on est à peu près à tout pour pouvoir rencontrer quelqu'un. À un moment donné, quand on est enfermé dans sa solitude, on est prêt à payer pour en sortir. Non, mais arrêtez avec l'argent, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, c'est pas grave. Non, mais on est prêt. Quand même, mais non, je suis pas d'accord. C'est pas à la portée de toutes les bourses, Jeannane. Je suis d'accord, mais vous êtes en train de comparer depuis tout à l'heure les sites avec quelqu'un qui est un agent, qui a pris le temps de rencontrer, qui connaît la personnalité de la personne, qui va connecter avec quelqu'un qui peut-être, alors il le dit, il garantit sur, il n'y a pas de date, voilà, il n'y a pas dans 1 mois je vais vous trouver quelqu'un. Donc c'est pas comparable, c'est un métier et moi je trouve ça génial et c'est pas parce qu'on a peur d'être, on est accompagné, on vous rhabille, on vous donne des conseils. C'est autre chose que derrière un écran. Moi qui suis, je pense, la plus connectée ici, je trouve ça plus joli et mieux. Moi je suis assez d'accord avec Jeannane sur la confiance qu'on peut placer en une personne physique. Est-ce que vraiment l'amour peut naître comme ça, Caroline, comme si on l'apportait sur un plateau? D'abord, il y a plusieurs choses. Pourquoi pas? Bien sûr que quand on se rencontre, on sait qu'on s'est rencontré par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale, mais aussi, on va dire, par l'intermédiaire d'un tiers. Et le tiers est important pour avaliser la rencontre. Il y a déjà ce côté, ça pourrait marcher. C'est-à-dire que ça offre déjà une première garantie. Parce qu'il faut bien voir que on est assez insécure quand on est seul, on est assez insécure quand on choisit de rencontrer. Et finalement, une fois qu'on s'est rencontré, toutes les conditions sont aussi sont les mêmes que si on se rencontrait dans la vraie vie. Sauf si on ne se plaît pas. Si on ne se plaît pas, c'est certainement plus dur à vivre que sur un site, parce que peut-être qu'il y a encore plus d'attentes du fait de ce tiers. Et puis, là où je vous rejoins aussi, quand on paye pour trouver quelqu'un avec qui vivre, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque de développer une hyper-exigence amoureuse ? Oui, on va demander plus de garanties. Ce que disait Caroline Diamant au début, moi je repars avec quelqu'un. À ce prix-là, je repars avec quelqu'un. On devient extrêmement exigeant. En même temps, il faut bien savoir que la réalité, elle est toujours différente du fantasme. Dans le cas présent, il n'y a pas de photo, on ne sait absolument pas à qui on va avoir affaire. Donc, c'est sûr qu'au moment où on va rencontrer cette personne, il y a d'une part ce qu'on a rêvé, imaginé, et de l'autre, la réalité à laquelle on est confronté. Mais c'est le principe même de la vie. La vie, c'est toujours l'imprévu. Alexandra, dans l'exemple qu'on vient de voir, les personnes, donc, elles ne se voient pas en photo. Est-ce que c'est possible de tomber amoureux, pardon, je vais être un peu terre à terre, sans savoir à quoi ressemble l'autre ?
Alors, en tant que sexologue, c'est compliqué pour moi de dire que le physique ne compte pas. Donc, c'est sûr qu'on le sait, quand il y a une complicité intellectuelle qui est accompagnée d'une complicité physique, le couple a plus de chances d'être épanoui, bien qu'évidemment, la sexualité, on n'en a pas besoin pour vivre. Donc, c'est pas grave, on peut être heureux dans un couple, même s'il n'y a pas de sexualité. Mais c'est quand même un gage de bonheur, statistiquement parlant. Mais c'est peut-être stratégique, le fait de ne pas avoir la photo. Parce que si on ne voit pas la photo, on ne s'arrête pas à une image sur papier glacé. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà. D'abord, analyser la personne, enfin, y aller sans a priori plutôt. On y va sans a priori à ce rendez-vous-là. Et puis, ça match ou ça matche pas. Erwan n'a pas l'air du tout d'accord. Non, parce que je suis entouré de nanas. On va dire que je suis un vieux macho. Mais excusez-moi, à un moment donné, la première chose qu'on regarde, c'est quand même quelqu'un avec qui il y a un truc... électrique, magnétique qui là, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on le voit sur une photo? À un moment donné, si on match avec quelqu'un intellectuellement avec qui on partage des choses, on a envie que ça devienne une copine, mais on n'a pas envie de lui sauter dessus, de lui rouler un patin et de dire on va vivre une histoire d'amour. Je vous rejoins complètement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont photogéniques, d'autres qui ne sont pas photogéniques. Tellement dur de choisir sa photo, on peut ressentir une attraction, une vibration, simplement en étant avec la personne, parce que là, il y a quelque chose qui match, le côté magnétique dont vous parlez. Et donc voilà, je pense que c'est bien de le faire en direct. Et puis parfois, tu arrives au rendez-vous et tu es déçu parce que la photo, il n'y a pas de garantie. Moi, il n'y a pas de garantie. Je voudrais donner un exemple. Je ne suis pas sur des sites de rencontres, je suis sur Twitter. Et sur Twitter, il y a des... D'ailleurs, je vous suis. Je suis des gens et... je suis un homme qui met toujours des photos, qui publie des photos magnifiques. Et je ne le suis que pour ça. Mais sa photo de profil est absolument magique. Et le hasard fait que je suis tombée sur cet homme sur une photo de face. Oui. Et je me suis dit, merde, le mec est passé de Paul Newman à Paul Prébois, quoi. Je me suis dit, si ça avait été pour un rendez-vous amoureux... Voilà. Et là, le bon angle, la bonne lumière, le bon... T'inquiète pas, on sait faire. Sur la photo, donc ça veut rien dire, il n'y a pas de garantie. Ah ouais, non, y a vraiment... C'est sympa l'imaginaire. Bon, dans cette agence matrimoniale, ce qui est le cas dans toutes les agences, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'agent matrimonial donc, qui choisit lui-même si ça match ou pas, si ses clients peuvent se rencontrer. Mais est-ce qu'il y a des méthodes plus scientifiques? Il y a certains sites de rencontres qui ont tenté de mettre au point l'algorithme parfait, celui qui permet de trouver en un clic l'âme sœur. Désolée de vous décevoir, ça n'existe pas encore et ça fait longtemps qu'on cherche. C'est Claire-Lise Gaillard qui est historienne spécialiste du courtage matrimonial qui m'en a parlé. Elle m'a notamment parlé de Suzanne Leroy, qui est l'une des premières directrices d'agence à s'être lancée dans cette quête. On va dire entre les années 60 et 70. Suzanne Leroy, elle propose de mettre en place un système révolutionnaire. Elle met la science à votre service et elle vous propose d'avoir une fiche hyper rationnelle qui correspond à votre profil. Et avec le nombre de clients qu'elle a dans son agence, elle va forcément correspondre à une autre fiche. Et après, il y a tout un tas d'autres agences, notamment aux années 70, avec un institut qui s'appelle l'Institut d'orientation nuptiale, qui vont pousser le concept encore plus loin. C'est un organisme de présélection psychologique destiné aux nouvelles générations qui souhaitent réussir leur mariage plus que ne le réussissaient leurs parents. Il y a des énormes ordinateurs qui vont trier, disent-ils, des millions de fiches. Bon, dans les faits, il y a très peu de chances qu'ils aient des millions de fiches dans leur énorme ordinateur. Et pour trouver la personne qui vous correspond le mieux. Et ne surtout pas laisser au hasard des rencontres ce choix-là dont dépend le bonheur de toute une vie. Et donc c'est tellement important, il faut absolument laisser ça à des mains expertes. En dernier ressort, ces sélections sont faites par l'orientatrice elle-même sur un nombre relativement restreint de dossiers. C'est amusant, ouais. Très amusant. C'est fou. Bon, en attendant, algorithme ou pas, agence matrimoniale ou pas, on vous souhaite évidemment de trouver l'être et l'amour et ne pas rester dans sa solitude en fonction évidemment de son budget. Merci en tout cas Sandrine d'avoir enquêté sur ce sujet. Vous savez qu'on est là pour répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions sur l'amour, sur les sentiments. Et aujourd'hui, c'est Laurent qui est avec nous et qui est venu nous retrouver en plateau. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous, Laurent. Je vous donne le micro. Vous avez une question pour l'équipe. Oui, j'ai une question. Alors, pour vivre heureux, faut-il vivre chacun Est-ce qu'il faut vraiment vivre à deux ou est-ce que la solution ne serait pas de vivre chacun de son côté tout en étant ensemble? Moi, je trouve que c'est une très bonne question.
Mais ça pourrait commencer, par exemple, Je pense on que pourrait ça intéresse beaucoup de monde, mais qu'on n'ose pas se le dire à voix haute. Donc merci d'être venu poser la question. Oui, parce que c'est important. Et on pourrait commencer comme ça, Daphné. Ah non, déjà On pourrait commencer comme ça. Moi, mon cœur est chacun pris. de son côté. Ah ouais, Mon cœur mais est j'ai pas de pris. chance alors. Mais alors, répondez à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table alors? D'abord, vous avez l'air de parler d'expérience. Donc, vous avez déjà expérimenté la vie de couple à deux. Ah mais tout à fait, j'ai été marié. Combien de temps? J'ai été marié pendant 19 ans. Ah oui. Donc, Et, vous savez ce et que je peux c'est. vous dire que ça devient vraiment pesant au fur et à mesure des années de voir sa femme ronfler, par exemple, ou boire son café avec ses tartines de beurre et... Enfin bref, non mais Vous parlez attendez. du petit quotidien comme Ouais, ça, ouais, que c'est vous le trouvez quotidien. difficile. C'est le quotidien Et qui tue. vous êtes nickel, monsieur? Non, il dit pas Regardez-moi, ça. bah oui, regardez, je suis très nickel. voilà. Non, mais ce que vous voulez dire, a priori, Laurent, c'est que voilà, le quotidien vous ennuie, mais par Voilà. contre, l'amour vous passionne, la vie à deux vous passionne, Voilà. mais le quotidien, est-ce que finalement, on Est-ce que pourrait le s'en quotidien passer? éteint-tu l'amour et est-ce Oui. qu'on aime bien chacun chez soi? Écoutez, en tout cas, pourquoi pas? C'est une solution parce que vous croyez à l'amour, donc ça veut dire que vous avez envie de partager des choses avec quelqu'un sans pour autant l'avoir, comme on dit, dès le matin dans le café. Voilà. Et pourquoi pas? Parce que vous allez forcément partager le meilleur. C'est-à-dire que vous allez choisir ces moments-là. Vous aurez le temps, et elle aussi d'ailleurs, de se mettre sous son meilleur jour, d'être à son avantage. Tout à fait. Est-ce que vous n'allez pas aussi vous priver de tout ce qui fait la richesse du quotidien? Vous avez l'air de trouver que, bon, tout ça est ennuyeux. On va dire que c'était au bout de 19 ans. J'imagine que ce ne sont pas les seuls motifs qui vous ont amené à une séparation, parce que quand on aime quelqu'un, on a de l'indulgence. Est-ce que vous ne risquez pas de vous priver de toute une partie du quotidien? Moi, je pense que c'est bien pour commencer. Effectivement, peut-être ça peut durer même sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, pourquoi pas. Mais il y a forcément un moment où on a besoin de cohabiter, c'est-à-dire de se retrouver et de se tenir chaud l'un l'autre. Mais est-ce qu'on peut le faire comme une espèce de garde alternée? Est-ce qu'on peut le faire par période? C'est-à-dire, oui, pendant les vacances, on habite ensemble, mais sinon, le reste du temps, c'est chacun chez soi. J'imagine que vous devez avoir des patients comme ça qui ne vivent pas ensemble. Qui expérimentent ce genre. Et je dois dire que ça tient bien, ça marche bien. Moi qui suis divorcée, je n'envisage de refaire ma vie qu'à la seule condition que ce ne soit pas ensemble sous le même toit. Ah bon, voilà. Donc je vous comprends. Bravo, bravo. Il n'y a que sur Et le elle boit tard. bien son café. Il n'y a que sur le tard, quand on a 70 ans, 75 ans, bon, on attrape Voilà. une maladie. C'est vrai qu'on aime bien que quelqu'un à Ah bah côté non, de alors soi moi, pour, moi, je suis logique. le seul truc. Ah Voilà. non, moi je suis logique. Si on a envie d'être seul, faut aller jusqu'au bout. Faut pas se prendre quelqu'un juste pour ses vieux jours C'est horrible, ce que vous comme dites, compagnon. Et Ça, vous c'est- êtes célibataire, ça, c'est je vais moche. trouver quelqu'un alors là. non Alors, Alors, Quand je trempe ma tartine dans le café, mais j'en ai jusque-là. ah non, ça m'intéresse pas. alors. Bon, merci Laurent d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Merci, ça nous intéresse évidemment. Ce sont des modes de vie nouveaux. ce serait bien, ouais. C'est assez nouveau et c'est bien de le formuler et de se Ouais. poser la question, est-ce que finalement ça pourrait vous convenir ou pas? Je trouve ça toujours formidable de se poser encore des questions. Et on va continuer, on va parler bien-être grâce à Corinne, elle a 54 ans, elle vient de Dijon et elle nous dit, malgré 4 heures de sport par semaine, ce qui me paraît déjà énorme, je n'arrive pas à perdre mon ventre, ça me complexe beaucoup. Que dois-je faire? Alors c'est une question qui doit concerner pas mal de monde. Si vous faites autant de sport et que vous ne voyez pas les résultats, ça doit être décevant. Erwan, est-ce que vous pouvez nous aider? Déjà, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucune solution miracle, mais il existe des outils pour perdre son ventre. Mais déjà, quand on parle de ventre, il faut savoir de quoi on parle. Oui, alors de quoi parle-t-on? Parce que Moi, là, du a ventre, priori, Bah non, a non, parce priori, que... si je lis Corinne, tout son corps va bien, c'est le petit ventre qui l'ennuie. Oui, qui mais la il faut que vous complexe. compreniez un truc. Je vais me mettre debout. Ouais, allons-y. Vous savez, il y a les abdominaux, il y a non, tu ne montres rien du tout. Il y a la couche de gras superficielle qui est sur les abdominaux. D'accord. Et ensuite, Si on en a. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. il peut y avoir une ptose, c'est-à-dire un relâchement musculaire qui apparaît au fur et à mesure des années parce qu'on a une alimentation anarchique à 80% industrielle et qu'on a un manque d'exercice physique. Elle fait du sport, fait en 4 l'occurrence. heures de sport, Corinne, bravo. Mais ce qu'il faut 4 comprendre, heures. ce qu'il faut bien comprendre, écoute, Corinne, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que certains exercices peuvent aggraver cette ptose. Donc je vais essayer de vous faire un instantané de ce qui se passe dans le ventre.
Lorsque vous êtes enfant, vous avez des intestins qui sont tout petits, tout fins, légers, avec que du jour. Oui. Lorsque vous vieillissez, que vous mangez de manière industrielle, que vous mangez énormément de protéines animales, au lieu d'avoir 3, 4, 5 kilos d'intestin dans le ventre, au bout de 30 ans, 40 ans, vous vous retrouvez avec 15, 20, 30 kilos d'intestin dans le ventre. Parce qu'il y a de la graisse viscérale et qu'il y a une réaction inflammatoire. Une fois que ces intestins deviennent très lourds, ils sont soumis à la pesanteur, on est d'accord? Donc ces intestins vont reposer contre le plancher pelvien. Et une fois qu'ils reposent contre le plancher pelvien, qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, ils vont repousser vers l'avant. D'accord. Je comprends, mais je ne comprends pas par contre pourquoi vous dites que le sport peut aggraver cette ptose. J'ai appris ce mot, il est fou. J'allais y venir. C'est-à-dire qu'il y a des exercices, par exemple, vous avez tous entendu parler du relevé de buste, le crunch là. Non, jamais. Le crunch, je ne connais pas. Crunch, moi, je le mange. Regarde-moi. Je vous fais un crunch. Un crunch, c'est ça, là. Hop. D'accord. On fait ça. Et ça, on connaît cet exercice. Ça, c'est la catastrophe. L'abdos, quoi. Quand on a le petit bidon, là, vous faites ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais tout le monde fait ça pour essayer de perdre son ventre. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Vous repoussez les intestins encore plus bas, donc vous allez les repousser vers l'avant. Et vous allez accentuer cette ptose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà... Il faut faire l'inverse, il faut rester allongé. Son ventre. Non. Rigolez pas. C'est pas con ce qu'elle vient de dire. C'est pas être allongé. C'est qu'on va se mettre dans l'autre sens. On va faire du gainage. Mais déjà, je vais vous expliquer comment fonctionnent les abdominaux pour que vous compreniez pourquoi il y a certains exercices qu'il faut privilégier et pas d'autres. Ici, nous avons les grands droits, les six-packs, les tablettes de chocolat. Vous voulez vraiment pas nous les montrer alors que pas ce soir, j'ai des problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même très bien dessiné, donc vous bon, comment vous savez ça, vous? Bon, enfin, vous êtes coach. Non, écoutez, laissez-moi terminer. Ces grands droits là, ils servent à quoi? Ils servent, par exemple, pour un basketteur, pour un handballeur, pour un lanceur de javelot, à ramener le pubis vers le nombril le plus vite possible. C'est à ça que ça sert. Alors ça peut aussi servir pour faire l'amour. D'accord. Mais sinon, ça ne nous sert pas à grand-chose. D'accord. Ensuite, vous avez les obliques qui vous permettent les rotations du bassin, mais qui permettent aussi de stabiliser le bassin. D'accord. Et les muscles les plus importants qui sont négligés, qui sont des muscles profonds toniques, qui s'appellent les transverses, c'est ceux qu'on ne travaille pas dans les salles de sport. Or, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont en bas qui vont vous rentrer le ventre, qui vont gainer le rachis lombaire. Qu'est-ce que c'est que le rachis lombaire? Le rachis lombaire, c'est l'articulation qui est là, qui est dans la zone lombo-sacrée et qui joint le tronc aux jambes. D'accord. Donc celui-là, il est gainé par les transverses. Si vous ne travaillez pas les transverses, vous allez forcément avoir du ventre. Donc il faut multiplier des exercices, qui mobilisent un maximum de groupes musculaires, et surtout faire énormément de gainage. D'accord. Donc, je vous ai déjà évoqué un certain nombre de routines à faire en mobilisant la plupart de ces exercices. Vous nous en rajoutez une? Oui, non, je vais en faire 2, 3. Pour les gens qui sont vraiment en surpoids, on va commencer par les squats, bien sûr. D'accord. Après, on a un autre exercice qui est formidable pour travailler les abdominaux et pour pas avoir de la gargamelle sous les bras, l'effet Batman. Regardez de l'autre côté. Non, mais parce que je vais faire ici l'exercice. D'accord. Vous faites des pompes surélevées quand vous n'arrivez pas à faire des vraies pompes. Vous allez venir là, vous êtes en train de travailler vos profonds. OK. Les abdos. On peut discuter en même temps, c'est sympa. Aucun problème. Ensuite, on va faire... Ça, si vous avez un bon niveau de condition physique, vous allez nous faire un burpee. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un burpee, vous vous souvenez pas? C'est ça, on descend là, hop, tac, hop, ok. Et après... Non mais là, on est sur la ptose. Et après, on est sur la ptose. Non mais parce que chaque fois qu'on fait ces exercices, on travaille les muscles profonds qui rentrent le ventre. D'accord. Mais qu'est-ce qui va vous permettre, à raison de 4-5 minutes par jour, au début, vous allez commencer par 2 minutes, c'est-à-dire 4 fois 30 secondes, il y a des exercices de base. Ici, vous vous mettez en gainage, vous serrez les fesses. C'est super dur. Les abdos contractés, vous restez là sans bouger 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. D'accord. Ou alors vous vous mettez sur les coudes. Et puis quand vous vous baladez sur 1 minute, vous rajoutez un complément dans l'équation pour ajouter la difficulté et des contraintes. Lever une main, faire un salut militaire. Donc 5 minutes tous les jours pour Corinne? Entre 3 et 5 minutes de gainage. Et en 6-8 semaines, son ventre va évidemment réduire. Si et seulement si, Corinne, vous changez votre fond nutritionnel. D'accord. C'est-à-dire que faut comprendre que c'est 70% l'alimentation et 30% le sport. C'est pas que le sport qui va vous sauver. Oui. On enlève tout ce qui est industriel, on va vers des matières brutes, authentiques, des fruits, des légumes, des céréales
et on réduit la quantité de protéines animales. Moi, ce que je trouve chouette, c'est que Corinne a dit qu'elle en faisait 4 heures. Donc, Corinne, on baisse un peu le sport. Bah oui. La première fois que je dis ça. 5 minutes tous les jours. Non, 20 minutes. Je vous ai donné une routine de 20 minutes. Mais on vous avait dit qu'on pouvait commencer au départ par 2 à 5 minutes de gainage. J'ai entendu et ça on peut y aussi. aller progressivement. Erwan, vous êtes un peu exigeant. Bon, Donc, d'accord, on va et commencer ensuite, progressivement. on fait les squats et ensuite on fait... Voilà. Corinne, la routine de l'autre jour, 20 minutes. Est-ce que je peux vous avouer quelque chose? Non. On a fait la routine la semaine dernière. Quand je vous dis que j'ai eu des courbatures pendant une semaine, je marchais comme avec des chaussures de ski. C'est-à-dire que j'avais les mollets durs comme du bois. C'est pathétique. C'est peut-être parce qu'on l'avait fait en talons sur le plateau. Ça doit être pour ça. J'aimerais bien qu'on se mette, un de ces jours, j'aimerais bien qu'on se mette tous en survêtements. Bien sûr. Et je vous guide pendant 20 minutes pour faire des exercices. Et ce serait pas mal. 20 minutes d'émission. Très bien. 20 minutes, en toute humilité, bien sûr. Hein. En tout cas, merci Erwan. On a appris plein de choses. J'espère, Corinne, que c'est bravo. Si vous ne pouvez pas venir sur ce plateau, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions en forme de vidéo à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Aujourd'hui, c'est Marzia, qui a 25 ans, qui nous pose une question. On l'écoute? Bonjour à tous, je m'appelle Marzia, j'ai 25 ans. Pourquoi j'arrive pas à me détacher de ma mère? Je m'inquiète toujours pour elle et parfois, en fait, j'ai l'impression que les rôles sont inversés. Donc, j'aurais aimé savoir comment je peux faire. Merci. Merci à vous pour votre question. On va essayer d'y répondre. Caroline. Si elle n'arrive pas à se détacher de sa mère, c'est aussi peut-être parce que sa mère n'arrive pas à se détacher d'elle et donc elle la sollicite. Ce qu'elle ne précise pas dans sa question, c'est elle a 25 ans, est-ce qu'elle habite toujours avec elle? Je pense que très souvent, il y a ce qu'on appelle la parentification des enfants, c'est-à-dire que la maman demande très tôt à l'enfant de la prendre en charge et après, c'est une habitude que l'enfant garde. Même quand elle est adulte, elle le dit, elle s'inquiète en permanence. Oui. Moi, j'ai envie de donner une solution à Marcia, peut-être un peu radicale, qui ne va pas forcément lui plaire, mais ce serait bien qu'elle quitte sa mère, c'est-à-dire qu'elle commence, si elle habite avec elle, par passer des week-ends à l'extérieur sans elle, des vacances sans elle, et puis aussi qu'elle habite plus avec elle, qu'elle limite ses coups de fil, qu'elle ne fasse pas des coups de fil quotidiens systématiquement, mais peut-être un jour sur 2. C'est-à-dire que la mère et elle-même prennent l'habitude de vivre l'une sans l'autre parce qu'elles sont dans un rapport très fusionnel qui fait qu'elles n'arrivent pas à se détacher. Et je pense que ça doit même nuire aux relations. Au point de dire que les rôles sont inversés, oui, ça ne doit pas être facile à vivre. Et c'est très pesant d'avoir le poids du bonheur de sa maman sur les épaules quand on est une jeune fille de 25 ans. Ça veut dire qu'on ne s'autorise pas à vivre soi-même. Merci Marzia d'avoir posé votre question à l'équipe de Je t'aime, etc. J'espère qu'on vous a donné un début de réponse. Et on va ouvrir notre second dossier. Nous allons parler de la lâcheté. Comment se traduit en amour ce manque de courage? Fuir pour ne pas rompre? Est-ce lié à notre sexe, notre éducation, à nos peurs même? Les hommes sont-ils vraiment plus lâches que les femmes? C'est un sujet d'Isabelle Siriani. Flash info. Une équipe de scientifiques vient de découvrir le gène de la lâcheté dans l'ADN masculin. On y croirait presque, hein. Mais non, il n'y a pas de gène de la lâcheté chez les hommes. Scientifiquement, hommes et femmes sont égaux devant la lâcheté. La lâcheté, c'est le manque de fermeté ou le défaut de courage face à une situation. Pourtant, l'idée que l'homme est plus lâche que la femme est bien ancrée dans les esprits. Tous les hommes et tous les mêmes. Quand il s'agit de chasser le mammouth ou de faire preuve de virilité, l'homme est courageux. Mais dès qu'il est question d'amour, on dit souvent qu'il tremble, voire qu'il fuit. Une légende urbaine qui aurait un fond de vérité. Pour le psychologue Gilles Dambras, auteur du livre « Pourquoi les hommes sont lâches », tout remonterait à l'éducation. La petite fille a le droit d'avoir peur, alors que très tôt, le petit garçon doit se montrer fort pour devenir un homme, un vrai. T'as pas peur, hein? T'es un grand garçon, il faut que tu sois courageux. Oh, tu vas pas pleurer comme une fille. Autant d'injonctions qui lui mettraient la pression. Trop de pression. Par peur d'échouer, l'homme fuirait les situations conflictuelles. Pire, en cas de rupture amoureuse, il ferait l'autruche. Selon une étude, 47% des ruptures seraient à l'initiative des femmes, contre 28% des hommes. Les femmes, en gagnant leur autonomie sociale, seraient devenues plus courageuses. Elles savent rompre si elles ne se sentent pas valorisées. Les hommes, impressionnés par le courage des femmes, en deviendraient encore plus lâches. Alors les hommes, sont-ils vraiment plus lâches que les femmes ?
Caroline, en effet, l'imaginaire collectif, il est très fort sur la lâcheté masculine. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est vrai que c'est caricatural de généraliser. Il y a des hommes lâches, il y a des hommes courageux, il y a des femmes lâches et il y a des femmes courageuses. Néanmoins, un de mes patients, homme, m'a déclaré lui-même « Homme et lâche, c'est un pléonasme ». Donc, il faut quand même savoir que... Alors, il y a deux choses qui peuvent... Voilà, il y a... l'éducation. C'est vrai qu'on n'éduque pas un garçon de la même manière qu'une fille. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On ne va pas lutter contre, on aimerait le contraire. Mais voilà ce qui se passe. Depuis l'enfance, on apprend aux petits garçons à intérioriser davantage ses émotions. Serre les dents, serre les poings, ne pleure pas. On l'a déjà dit dans cette émission. Donc, il est moins à l'aise avec le langage émotionnel. Ça veut dire qu'il ne sait pas verbaliser ses émotions. 1. 2. Il faut quand même bien, on en a déjà parlé, de l'Oedipe. C'est l'Oedipe qui explique pour une bonne partie la lâcheté de certains hommes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'Oedipe, c'est simple. Petits garçons et petites filles sont au départ fous amoureux de leur maman. C'est la mère qui s'occupe d'eux dans un premier temps, donc ils ne voient que par elle. Au moment de l'Oedipe, la fille se détourne vers le père, mais le petit garçon, lui, il reste avec sa mère. Donc il n'y a pas de changement d'objet d'amour, on va dire. Et ça, c'est très important, parce que si le père n'intervient pas à ce moment-là pour le séparer de sa mère, lui, il va continuer de croire qu'il est le partenaire de sa mère, c'est-à-dire que c'est vraiment une conviction qui va s'ancrer dans son imaginaire et qu'il va garder tout au long de sa vie. Du coup, il est lié par une forme de pacte implicite, comme ça, avec sa maman. Mais quel est le rapport avec la lâcheté? Le rapport, ça se trouve dans toutes les petites lâchetés de la vie quotidienne. Type, je ne vais pas décommander ma mère pour le déjeuner de dimanche, ça lui ferait trop de peine. Ah ben non, c'est normal que ce soit ma mère qui organise mon anniversaire, je suis désolée, mais c'est elle qui m'a fait. Voilà, tout est fait pour ne pas la contrarier. De la même manière, il y a des petites habitudes de mensonge comme ça, puisqu'on ment. À propos de la mère, on ne va pas dire, par exemple, qu'on a préféré déjeuner avec un copain plutôt que de rejoindre sa compagne pour un petit moment. Voilà. Donc, tout ça s'enchaîne et ça donne toutes ces petites lâchetés de la vie quotidienne. On n'a pas non plus envie de se mêler trop de l'éducation dès lors qu'il s'agit de gronder et de faire preuve de sévérité vis-à-vis d'un enfant. Eh oui, on préfère que ce soit la mère qui s'occupe de donner, de distribuer les punitions, alors que c'est le père. Et la lâcheté, est-ce qu'elle peut se traduire dans les relations intimes? Mais par exemple, un homme qui va faire miroiter vraiment une vraie histoire d'amour et qui, en fait, s'imagine simplement des aventures sexuelles. Ou un homme qui a une relation sexuelle et qui, le lendemain, part sans rien dire ou dit « oui, je te rappelle ». Et en fait, il ne... Oui, d'accord, là, ça se traduit dans les relations intimes. J'entends bien. Là, je reconnais qu'on est très lâche. Je le concède. Il y a un autre constat en cas de rupture amoureuse, c'est souvent les femmes apparemment qui quittent les hommes, qu'elles aiment en plus encore, mais parce qu'ils sont trop lâches ou indécis pour le faire. Je rappelle ce chiffre, donc 47% des ruptures sont à l'initiative des femmes, 28% à l'initiative des hommes. Pour en parler, de requitter sa mère, non, c'est ça? On accueille Isabelle Ihuel. Bienvenue Isabelle, je vous présente. Vous êtes écrivaine. Bienvenue, installez-vous, je vous en prie Isabelle. Vous êtes écrivaine et vous avez écrit un livre « Quand les femmes rompent ». Et c'est pour ça qu'on vous a invité. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont plus souvent les femmes qui rompent? Oui, c'est vrai. Absolument, oui. Alors, je pense que c'était très vrai, en tout cas, dans les 40-60 ans. Peut-être. Il y a une histoire de génération, là. Oui. J'écoutais ce que vous étiez en train de dire. Je pense que, par exemple, les hommes qui ont aujourd'hui 50-60 ans sont issus d'une histoire où, en fait, encore 30-40 ans auparavant, les femmes n'avaient même pas le choix de pouvoir rompre, puisqu'elles ne travaillaient pas, il y avait toute une question économique, elles étaient dépendantes, qui faisait que, finalement... et du moment où elles ont commencé à travailler, à gagner leur vie, à être autonomes, je crois que là, effectivement, ça a été une libération.
Et elles ont profité de pouvoir rompre quand elles pouvaient. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que la plupart du temps, quand les couples rompent, c'est la femme qui se paupérise. Paupériser, vous pouvez expliquer paupériser? C'est la femme qui baisse énormément de niveau de vie. Or, elles choisissent quand même de le faire. Donc, je veux dire, c'est quelque chose d'important pour elles. Ça montre probablement un certain courage et aussi une véritable volonté. Selon vous, Caroline, il y a plusieurs manières chez les hommes de rompre. Oui, notamment, ils vont s'arranger parce qu'ils doivent assumer leur image d'homme, protecteur surtout. Ils n'ont pas du tout envie de passer pour le sale type. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se montrer odieux, agressifs, invivables, jusqu'à ce que ce soit l'autre qui prenne l'initiative de la rupture. Ne supportant plus cette attitude. Mais tout viendra d'eux au départ. Il faut bien voir qu'il y a ça. Ensuite, parce qu'ils ont peur des réactions féminines. Donc, certains vont s'abstenir de ne pas le conflit. Ils vont éviter de verbaliser, de faire des reproches. Et puis un beau jour, c'est l'explosion. Ou alors, et alors là, c'est très très fréquent parce que moi j'ai nombre de mes patientes qui me disent, ils font peser la faute sur leur partenaire. Je te trompe, mais c'est de ta faute. C'est-à-dire que c'est à cause de toi. Et ça, non, mais là, c'est incroyable. En ce moment, j'ai plein de copines. Chaque fois qu'elles ont découvert l'adultère de leur mari, il est devenu odieux en disant pose-toi les bonnes questions. Pourquoi j'ai fait ça? Mais on a juste envie de les tuer un par un. Exactement. Isabelle, ça vous fait réagir? Oui, non, je dirais, oui, ce que vous dites, je dirais encore que ça fait partie d'une certaine génération. Moi, je vois beaucoup les choses comme ça, parce que quand même, entre l'histoire des hommes et des femmes, elle a énormément bougé depuis 20-30 ans, quoi, 40 ans, depuis les années 70, il y a eu quand même tout ce féminisme qui a permis de mettre sur la table d'abord tout ce qu'on trouvait qui n'allait pas, et ça a été entendu par les hommes. Et donc, moi, je crois que déjà, les garçons qui ont 20-30 ans aujourd'hui n'ont pas été élevés du tout de la même façon que les gens qui ont 50 ou 60 ans. On n'a pas été les mêmes mères. Je pense qu'on a su leur parler autrement. Et je pense que ça aussi, ça disparaît chez les hommes de 20-30 ans. Cette question, Isabelle, est-ce que le fait que l'homme ne rompe pas officiellement, est-ce que c'est une manière de continuer tout de même à rester l'objet du désir de l'autre? Certains hommes, surtout lors du premier mariage, la première grande histoire d'amour, ils ont hélas un peu tendance, ça rejoint ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, à mettre la femme petit à petit en position de mère. C'est-à-dire que les hommes, lors d'une première union, ils vont essayer inconsciemment de reconstituer, je crois, enfin j'espère ne pas me tromper, de reconstituer quelque chose qui ressemble à la cellule familiale dans laquelle ils ont vécu enfant et qui finalement, à l'intérieur de laquelle ils ont pu être très à l'aise. J'en suis sûr, moi. Donc moi je dirais qu'ils ont du mal à quitter parce que finalement ils ont envie de maintenir cette cellule familiale. Sécurité. Sécurité, etc. Et à côté de ça, ils peuvent vivre d'autres vies parallèles. Moi, je crois que ça explique pas mal pourquoi les hommes, plus facilement que les femmes, peut-être ça change ça aussi maintenant, ont des vies parallèles. Parce qu'ils ont besoin de reconstituer cette cellule avec la mère, mais c'est leur femme. Oui. Caroline Diamant. Excusez-moi, vous parlez de lâcheté des hommes, on ne va pas généraliser, effectivement. Certains hommes sont lâches, mais ça ne concerne pas que l'amour. Moi, j'ai trouvé beaucoup de lâcheté chez certains hommes dans le travail. Aussi. Oui, donc, excusez-moi, il arrive que ce soit un trait de caractère qui n'ait rien à voir avec l'intime. Ce que disait Caroline, il y a des petites lâchetés au quotidien. Exactement. Et il y a une espèce de forme de courage parfois chez nous, peut-être effectivement parce qu'on endure beaucoup de choses pour faire des enfants, pour de douleurs systématiquement, qui fait qu'on est plus résistant. Oui, ce qui est drôle, c'est que j'entendais Isabelle susurrer chez les femmes aussi. Oui, il y a aussi des lâchetés chez les femmes. Oui. Donc peut-être ce que je reconnaîtrais, c'est que chez les femmes, il y a une audace. Par exemple, la rupture, ça demande de Alors l'audace. justement, vous avez écrit ce livre, Quand les femmes rompent, et je pense à toutes celles qui nous regardent là aujourd'hui et qui ont dû prendre la décision de rompre par lucidité, alors qu'elles aimaient encore l'autre, mais justement, il était trop lâche pour le faire. C'est elles qui ont dû prendre la décision, c'est elles qui ont dû endosser tout ça. Est-ce que c'est plus dur qu'une rupture classique? Oui, bien sûr, parce que quitter quelqu'un qu'on aime encore en étant obligé de faire le constat que, à cause de lui, ça ne peut plus marcher, je pense que c'est très douloureux. Déjà, quitter, même quand on sait qu'on n'aime plus, ou on est à peu près sûr qu'on veut quitter, c'est dur. De toute façon, la rupture, c'est une épreuve, qui peut vous renforcer, vous apporter beaucoup de choses, mais c'est une épreuve. Si on quitte simplement parce que ça devient invivable et qu'on sent que l'autre ne vous aime plus du tout, mais qu'on a encore du sentiment, bien sûr, je pense que c'est une des
un des cas de figure les plus douloureux. Mais comme on prend la décision, ça booste quand même notre niveau de confiance en nous. Exactement. À partir du moment, peut-être c'est ça. Quand je disais audace pour les femmes, c'est peut-être qu'il y a un moment, elles savent dire maintenant on tourne la page, ça suffit. Elles passent à autre chose. Et donc, vous êtes emporté dans l'avenir. Hein. Je veux dire, à partir du moment où vous avez pris la décision, heureusement. Isabelle, qu'est-ce qui vous a porté? Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre? Parce que j'avais vécu plusieurs ruptures moi-même et qu'à un moment, justement, je me suis retrouvée dans une rupture. Et petit à petit, je me suis rendu compte que mais c'était un livre qui date d'il y a une dizaine d'années, plein d'autres femmes vivaient qui a vécu et qui est encore important aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est un des grands moments de la vie parce que finalement, en plus, dans nos vies actuelles, rares sont les couples qui vont rester toute leur vie ensemble. Donc, on va tous vivre des ruptures. Et j'ai essayé, d'abord, c'est une façon de me consoler à l'époque, de travailler sur la question et de voir déjà, de voir comment ça de quoi ça vous nourrit. Aussitôt qu'on pense les choses, P-E-N-S-E, on pense P-A-N-S les choses. Je veux dire, c'est une façon de consoler une forme de douleur. Et c'est intéressant de réfléchir là-dessus et de voir que plein de femmes sont confrontées au même moment à la même question et y répondent de façon différente, mais pas vraiment. Merci Isabelle pour la consolation alors. Et ce livre, on vous le conseille. Merci Quand les beaucoup. femmes rompent. Merci infiniment Isabelle d'être venue répondre à nos questions. Et n'hésitez pas, quelquefois en effet, de partager vos expériences. Vous pouvez le faire avec nous, vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous écrire si ça peut vous faire du bien, de nous raconter vos expériences. Nous, ça nous nourrit et ça nous aide à éventuellement vous conseiller le mieux possible. Cette émission, elle est comme ça, on la fabrique encore une fois avec vous. Et grâce à Alexandra, on remet aussi à plat nos idées reçues sur la sexualité. On parle de ce qui nous tracasse, de ce qui nous lasse, de ce qui nous étonne aussi. Bref, c'est l'heure de passer au point A, le point amour, le point Alexandra. Alors Alexandra, aujourd'hui vous vouliez nous parler d'un sujet récurrent dans votre cabinet, c'est la nudité. Vous avez constaté que la majorité de vos patients, ils ont un rapport compliqué avec le corps. Oui, mais il n'y a pas que mes patients. Alors, regardez, Christophe Willem, il y a quelques jours, nous a fait la confidence qu'il avait beaucoup de mal avec sa nudité. Mais même entre nous, on peut se le dire, qui n'a jamais entendu une réflexion du style « on va éteindre la lumière », qui peut tamiser l'ambiance, ou de garder un petit peu certaines parties de sa tenue, ou de se rhabiller vite après, en prétextant qu'on a froid. Donc voilà, c'est un rapport qui est complexe. Et c'est assez paradoxal parce qu'en réalité, d'un côté, on se dit tiens, on est né nu, on devrait être à l'aise. Et d'un autre côté, en fait, on s'expose énormément. C'est très confrontant, en fait, de montrer sa nudité. Mais alors, comment il naît ce complexe, cette gêne, alors, comme vous le disiez à l'instant, on est tous nés tout nus? Vous le dites très bien. Effectivement, on est tout nu. C'est notre premier rapport au corps. Mais au fur et à mesure des années, ça change un petit peu. Alors, quand on est petit, dès qu'on peut, on va commencer à explorer son corps et les sensations qu'il peut avoir. On grandit encore un petit peu et là, on va commencer à s'intéresser au corps de l'autre et à se questionner, à observer par rapport surtout aux différences. Durant ces périodes-là, généralement, on n'a aucun problème avec sa nudité. On est très, à la limite s'habiller. Voilà, les parents sont embêtants de toujours demander de s'habiller. Je passais ma vie à me déshabiller dans les transports en commun. Surtout, c'était le meilleur moment. C'était un vrai problème pour ma mère. Jusqu'à 14 ans, donc c'est vraiment un problème. Je ne comprenais pas l'intérêt du vêtement. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà, exactement. Et puis avec le temps, on prend conscience de ce qu'implique notre nudité, de l'effet que ça peut faire chez autrui. Et c'est là qu'on commence à développer une perception de notre nudité qui peut être soit très pudique, soit assez neutre ou soit carrément érotique. Exactement. Alors, comment on vit mieux la nudité? Je pense à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui dans son couple. Si on est pudique, si on n'est pas très à l'aise, sans évidemment tomber dans de l'exhibitionnisme, ne vous inquiétez pas, mais comment on fait pour mieux vivre sa nudité? Donc oui, vous avez raison, il y a des personnes qui vont, en étant nues, se sentir extrêmement légères. Donc elles sont bien dans leur corps. Et puis il y a toute une autre série de personnes qui, elles, se sentent complètement emprisonnées dans ce corps. Elles ont du mal à l'extérioriser. Alors comment faire dans ces cas-là? C'est simple. C'est une question d'abord de perception, des perceptions positives que l'on peut avoir, et puis d'image. Je commence par la perception. Pourquoi? C'est parce que ce sont ces sensations qui vont nous donner une image positive. Mais aimer son corps, se sentir libre dans son corps, c'est autre chose. C'est avoir des réponses positives.
positive. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir ressentir des sensations agréables. Pourquoi pas faire de la douche un moment de rendez-vous sensuel avec soi? Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire Complètement Mais je vois pas d'accord. comment, pardon, je vois pas. D'habitude, quand on prend notre douche, quand je dis que c'est... presque, exact, oui. Parce que quand on prend notre douche, généralement, c'est vite, on a peut-être eu du mal pour se réveiller, tout ça, et donc on le fait de façon très, très fonctionnelle. Bon, là, l'idée, c'est de se dire simplement prendre conscience de cette eau qui coule sur notre corps, de l'odeur du savon, de notre main qui passe sur notre corps. Voilà, c'est le chouchouter, et c'est ça. C'est se donner du plaisir. Et alors pour l'image, pour essayer de se voir autrement, et donc pas juste avec ce regard cruel dans le miroir, c'est se regarder à travers le regard de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire à travers le regard, par exemple, de son partenaire ou de sa partenaire. Ah, mais c'est dur. C'est dur. S'il est en bonne santé sexuelle, quand il va nous regarder, il va être attiré par tout ce qui est excitant chez nous. C'est-à-dire qu'il ne va pas voir les défauts? Non. Non. Mais non. On voit que ce qui est beau chez l'autre. Eh ouais. On se sent un peu à poil. Voilà. Eh bien, travaillons sur la posture. Très bien. Oui, justement, le fait de prendre des positions où on ouvre les épaules, où on cambre, d'office, on gagne en sex appeal. On prend la pause. On prend une pause Bien sensuelle. Et d'ailleurs, il existe la photothérapie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est le fait d'aller chez un professionnel, donc un photographe, et donc de prendre des positions extrêmement féminines pour les femmes, extrêmement masculines pour les hommes, et de pouvoir se regarder, non là, pas à travers le regard de son partenaire, pas à travers notre propre regard dans le miroir, mais à travers les yeux d'un professionnel qui, lui, a l'art de pouvoir nous mettre en valeur. Et puis, vous êtes en train de dire que la photothérapie, il faut la faire tout nu? Alors, il existe des techniques, souvent, pas toujours, mais souvent, en fait, on propose de mettre un voile devant soi. D'accord. Et puis, on peut humidifie. mettre une tente ou puis, pas? on met un ventilo. Et du coup, en fait, ça donne sur la photo comme si on était nu, mais en réalité, on n'a pas cette sensation-là. C'est chouette, ça. Oui, franchement, c'est une super idée, ça. Et puis là, on se voit. On se voit sexy, on se voit attirant, et ça peut vraiment être transcendant. Pas mal, Et il y a un truc important aussi, parfois qu'on néglige quand on est un peu mal dans sa peau, qu'on est complexé par des kilos ou quoi aux caisses, la douceur de la peau, l'odeur de la peau, c'est des choses auxquelles votre partenaire est très sensible et qui vous redonne aussi confiance quand on est un peu complexé. Bon, merci beaucoup pour tous ces conseils, Alexandra. Allez, c'est parti, on se déshabille. Allez, Jeanne-Anne, vous voulez nous parler du rire. C'est cette façon aussi de se mettre à nu, quelque part, pour se sentir mieux. Voilà, on vient de parler de ce complexe face à la nudité avec Alexandra. Et c'est vrai que moi, j'avais envie de vous montrer aujourd'hui que rire, c'est aussi prendre confiance en soi. D'accord. Ah bah oui, forcément. Bah oui, rigoler, ça fait du bien. C'était Henri Salvador. Oui, c'est Henri Salvador. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez citer 3 bienfaits du rire autour de cette table? Dites-moi. Oui, à mon avis, ça masse l'intérieur du corps. Ah, donc ça veut dire pour un bon massage, transit, ça stimule l'immunité et le moral. Alors, augmente les anticorps, effectivement, et Caroline Veil. J'allais dire ça empêche d'être malade, et puis c'est très bon pour les zygomatiques. Exactement, donc ça augmente les anticorps, vous aviez bon. Ça diminue le stress et les maladies cardiovasculaires, comme vous l'avez dit Alexandra. Ça crée un lien social, on adore ça bien évidemment. Grâce à votre humour, Caroline Diamant, ça crée un lien social et être mieux dans ses baskets aussi. Bah, tout simplement. Tout simplement, alors bravo, vous avez tous bien répondu. Rire 10 minutes, vous maintiendrez en bonne santé. 10 minutes dans une vie ? 10 minutes par jour. Ah oui, 10 minutes par jour. Alors, en regardant Je t'aime, etc., par exemple. Oui, aussi. Quand vous riez, c'est effectivement un véritable massage qui s'opère dans votre organisme. Regardez, la contraction du diaphragme stimule les organes à proximité qui sont juste là, donc le foie, la rate, l'estomac, l'intestin, et cela décontracte vos muscles du visage, du cou et de l'abdomen. Donc tout ça, dans le cerveau, il se passe quelque chose, c'est un hormone qu'on adore, la dopamine, et ça prend le relais sur le fameux, c'est un neurotransmetteur en fait, primordial dans les sensations de bien-être, de plaisir. Donc voilà, ça crée de la dopamine dans le cerveau. Et figurez-vous qu'une seule minute de rire,
par jour équivaut à 45 minutes de relaxation. D'accord. C'est énorme. Bon, c'est énorme. Il ne faut pas s'en priver. Non. Mais si c'est tellement bénéfique, vous pouvez nous montrer comment on s'y prend, parce que là, c'est pas juste de se raconter une bonne blague. Non, c'est ça, il y a des techniques. Je vois ce qui arrive derrière. Bah A priori, oui. on va parler de yoga du rire, c'est ça? C'est ça. Ouvrez vos chakras, s'il vous plaît, on passe à l'acte. D'accord. Allez, venez parce qu'il y a Fabrice Loiseau, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît, qui est professeur de yoga du rire. Merci Fabrice d'être avec nous. Venez les amis, peut-être quelqu'un du public, madame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Venez madame, allez, venez avec moi, rire un petit peu. Voilà, comment vous vous appelez? Liliane. Liliane, c'est Liliane qui nous a rejoint. Venez, mettez-vous là Liliane. Voilà, juste ici. Et Daphné, venez près de moi aussi, d'accord. Ah bah, attendez, on a envie de rire quand même. Et ceux qui veulent nous rejoindre, venez. Bah, ils vont le faire, on va se Venez lever. faire Peut-être l'expérience. le public Ouais, va se très lever. bien. Alors, Fabrice Loiseau, vous êtes professeur de yoga du rire. C'est une pratique très sérieuse que moi, j'ai pu tester à plusieurs reprises et que j'adore parce que c'est vraiment très agréable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça fait déjà? Et après, on va passer aux exercices pratiques. Alors ça nous procure du bonheur. Ah, bah voilà, on aime bien ça. En fait, ce que vous avez montré, c'est très intéressant. On a aussi d'autres équivalences. On sait que lorsque nous rions, impossible de penser à nos soucis, à nos tracas. Impossible. Très important. Vous êtes déjà dans une relaxation mentale. Mieux encore, quand vous riez, le phénomène est très simple, impossible de rire si je suis crispé. Ah. Tout le reste va se détendre. Moi, j'ai les bras croisés, moi, je suis en position. Oui, on va rire. Bon, alors on va passer aux exercices tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu me racontes, ça ce complète un petit peu tout ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Alors, comment on commence le yoga rire, du rire, en fait? Comment fait-on? Comment on commence? J'ai que des bonnes nouvelles. C'est facile, accessible dès la première fois. Alors, montrez-nous, par exemple, un exercice pour comment commence-t-on à rire? Très bien. Et on va faire un petit échauffement. OK. En fait, je vous Dans montre... le public, je veux que vous fassiez Voilà. aussi. Hein. Tout le On monde va participe. mobiliser nos articulations de façon douce, Faites-le à dans la un maison, sens, faire à la maison. dans un autre. Oui. Et comme c'est une activité de bien-être, on ne force pas. Ah oui. Voilà. OK. D'accord. Bon. Les poignets, le bassin. Hey. Donc on se dit qu'il va falloir rigoler un moment ou Non, pas? parce que là, Voilà. c'est pas... On va faire un petit tapotement de nos mains avec des sons. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 OK, ça c'est l'échauffement. Ah, ça Maintenant- commence à rire dans le public. Maintenant, on va rire. Premier exercice. Premier exercice, on y va donc pour rire. Emprunté à la vie de tous les jours, on va se dire bonjour, mais comme on n'a pas le droit de parler, à la place, on va communiquer avec notre présence et surtout notre rire. Ça va durer 5 à 10 secondes et on va changer de partenaire. Je vous propose de vous mettre c'est bien de debout le et faire, d'aller au ça. contact. On va au contact de l'autre. On se met en contact. Alors, Voilà. Le alors, bonjour, allez-y, vous on vous ne parle serrez pas la à la main, place, mais c'est on du rire. communique en riant, Ça, vous c'est du rigolez. rire. D'accord. Mais c'est de la comédie. C'est très inquiétant ce qui se passe sur ce plateau. Je ne maîtrise pas. Donc, ça existe. Hein. On est juste là pour vous dire que ça existe. Très bien. Mais là, c'est de la comédie, Jeanne. Alors, je vous donne l'explication. On est dans un cours de comédie, là. C'est un petit peu, quand Ça, même. c'est un premier exercice de rire. Ça fait du bien sur le plateau, regardez Daphné. J'ai un peu peur, mais... Alors ça, on s'est tous serré la main, vous pouvez le faire avec, à la maison avec votre chéri, avec votre compagnon, votre compagne. Et alors, un autre exercice, ça nous a fait c'est du bien, bonjour. Alors, Ça, c'est on un va vrai même bonjour. positionner notre bras et notre main comme ça. La deuxième main va rejoindre la première et on va étirer notre rire. Donc au début, ça fait allez-y. J'adore. C'est génial. C'est comme en gymnastique. Un autre exercice? Alors, il y a ensuite tous les rires d'application qu'on peut faire à la maison. Vous avez bien compris, ou plutôt je vous l'annonce, ce qui est important, c'est de rire, de favoriser, de maintenir le rire et Tout le monde de est s'y mauvais. entraîner. Pardon, hein, mais vous avez l'habitude. Je vais vous dire un grand secret. Êtes-vous prêts Oui, pour entendre oui. un grand secret. Allons-y. Il faut 15 minutes de rire en continu pour que les fameuses sécrétions des De endorphines, dopamine. des dopamines, ocytocine, noradrénaline se fassent naturellement. Et là, c'est une loi anatomique physiologique. D'accord. Il faut 15 minutes. Il est très bien de rire sur des histoires 15 minutes drôles. Il faut non-stop, rire sur des histoires drôles. Mais le yoga du rire vous permet, en toutes circonstances, d'avoir vos 15 minutes et donc d'avoir tous les avantages. Mais oui, parce qu'un cours dure combien de temps? Ça dure une petite heure 1 heure de rire, c'est génial. où on se marre,
on se fait du bien, mais on se remplit de comment on rit pendant positif. 15 minutes s'il n'y a pas de blague ou de choses Non, mais c'est drôles? parce C'est que- ça la logique du yoga du rire. Mais le yoga du rire, juste d'entendre ou de voir quelqu'un rire, il nous répond. Il y a un vrai lien social, il y a quelque chose, ça résonne en nous et on rigole automatiquement. Quand vous entendez le rire de quelqu'un, il vous fait Bah rire. là, le public n'arrête pas de rigoler Non, mais tout à c'est l'heure. mort de rire. C'est C'est un complètement partage, dingue. c'est une Alors, contagion. Ouais, le dernier exercice. Je pense qu'ils se moquent un peu de nous, quand même. Hein. Non, je vous assure. Moi, même si vous voulez vous moquer, je trouve que c'est décomplexant de rire et on va vous montrer un dernier exercice à partager qu'on voulait vous montrer. Allez-y, Fabrice, montrez-nous. Alors, je vous propose de faire un rire proportionnel. On va le commencer tout petit et on va effectivement faire une explosion de rire. D'accord. Peut-être même qu'on peut faire un défi, c'est faire le plus grand éclat de rire Ouais, ok. de l'émission aujourd'hui. Let's go. Je vous propose de vous mettre en position puisqu'on va se lever progressivement avec notre rire. Donc là, on va simuler un rire. Ah, 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 Ah oui, c'est vrai, c'est drôle. Allez, on y va, on est concentrés, Allez, on y s'il va, vous plaît. allez. Allez. On se lève progressivement Allez, et on avec va un quitter, rire et qui va après, porter. Oui. Ok, Allez, là, c'est c'est parti. bon, ça fait rire. Oui. Allez, on y va. C'est le moment où on va se quitter, parce que là, vous vous dites que nous sommes des personnes inquiétantes, mais en fait, non, ils sont juste en train de rire. On va continuer à rire, on espère qu'on vous a fait sourire aujourd'hui, qu'on a répondu à toutes vos questions. On va continuer le yoga du rire, faites-le chez vous, hein. Évidemment, faites-vous du bien. Je vous laisse avec Sophie Davant à faire conclure. En attendant, moi, je vous embrasse très fort. Passez une belle journée, on est là tous les jours de 15h à 16h sur France.